Jommoy, dem waye fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew Sénégal. Bonsoir, hello, na ngeen def. Ok, aujourd'hui je reçois une fierté sénégalaise, une fierté africaine, Sely Raby Kane. Merci d'être là. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'abord de... Parce que l'émission, comme vous avez expliqué, c'est la diaspora africaine de retour. Ils sont en train de participer sur le développement de notre pays et de notre continent. Qu'est-ce qui vous a fait retourner au pays? Comment a été la décision? Alors, je m'appelle Sely Raby Kane, je suis designer et réalisatrice. Et je m'intéresse au continent africain, aux histoires dont le continent africain regorge. Je m'intéresse à la magie, au futurisme. Et c'est ça que j'ai envie de dire dans ma mode et dans mes films. En fait, la décision du retour, je pense qu'elle était déjà en moi quand je partais. Je savais quelque part que c'est ici que je voulais faire ma vie, c'est ici que j'étais chez moi, c'est ici que j'avais envie de me développer, quoi. Et donc je suis partie pour mes études à l'âge de 17-18 ans. Et j'ai avancé dans ces études-là jusque, disons, vers le master. Et c'est à partir du master que je me suis rendu compte qu'en fait, mon appel créatif, il était présent, il était pressant, et que les études de droit que je faisais à l'étranger, elles ne me correspondaient plus. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre 1 an, de revenir et de voir, de regarder l'écosystème créatif, parce que je connaissais mon pays, bien évidemment, mais la scène créative francophone, je ne la connaissais pas. Donc, j'ai pris cette année-là, entre 2008 et 2009, je suis revenue une première fois pour tester, voir si les collections marchent, si choisir la mode, c'était le bon move, et je n'ai pas regretté, quoi. Souvent, Nos parents africains, ils ne croient pas que vous pouvez vivre de votre art. Comment ça s'est passé? Vous avez eu le soutien de la famille après? Oui, en fait, comment ça s'est passé? C'est que déjà, j'ai décidé brusquement de revenir. Ça s'est passé du jour au lendemain. J'étais en train de réviser des examens. Je me suis réveillée le lendemain en me disant qu'en fait, je ne voyais pas pourquoi j'apprenais ce que j'étais en train d'apprendre. Même si j'étais curieuse, j'étais contente de savoir des choses, mais je ne me voyais pas continuer dans ça. Et je me suis dit, il faut que je rentre, en fait. Je ne peux pas rester. J'ai appelé la famille, j'ai appelé les gens. Je ne peux pas débarquer. J'ai appelé, j'en ai parlé. Et franchement, je me dis que c'est la main divine, quoi, parce que la décision a été prise tout de suite. Je les ai appelés, j'ai dit quand même, il fallait que je rentre. Ces études ne me correspondaient pas et que j'avais les collections qui commençaient à germer. Il fallait que je sois ici. Et dès que vous êtes arrivé, vous avez commencé votre collection, ça a pris du temps? Oui, en fait, dès que je suis arrivée, j'avais déjà fait une collection quand je suis venue en vacances l'été d'avant. Donc, je suis arrivée et j'ai recommencé le même process. J'ai retrouvé des tailleurs, j'ai confié mes croquis, donc j'ai commencé une nouvelle collection. Mais mis à part ça, je me suis inscrite à plein de concours de jeunes créateurs. À l'époque, il y a Colette Ardosso, elle faisait le Ciravision, concours de jeunes créateurs. Il y avait un concours qui s'appelle le WAPI. Et j'ai fait des concours, en fait. J'avais besoin d'aller sur le terrain. Moi aussi, sur le terrain, et voir vraiment ce que ça valait. Je ne vais pas me bercer d'illusions. Et j'y suis allée et ça a changé ma vie à jamais. Les gens que j'ai rencontrés cette année-là, jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart, on travaille encore ensemble, on collabore. Comment vous avez fait avec la main-d'œuvre? Parce que souvent aussi, les gens de la diaspora, quand ils reviennent, même s'ils veulent créer aussi, c'est souvent ils disent oui, parfois les tailleurs ne sont pas du tout sérieux, c'est compliqué avec eux. C'est donc quelque chose avec le timing, souvent ils ne respectent pas. Comment vous avez pu faire ça? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Vous avez vécu les mêmes problèmes, hein? Ah non, mais carrément. On a vécu le même souci sur ce plan-là parce que je pense qu'en fait, il y a une différence entre avoir une marque de créateur et avoir une marque de prêt-à-porter. Quand on a une marque de prêt-à-porter, c'est un peu plus simple parce que c'est une façon de faire qui est pour le quotidien des gens. C'est une façon de faire qui est diffusée. Maintenant, quand on a une marque de créateur et qu'il y a un univers bien précis, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que les gens, les tailleurs qu'on engage, aient un peu une fibre artistique, soient curieux, aiment expérimenter, aiment être en recherche. Et là, c'est pas simple. Ça, c'est la première chose. Donc, il m'a fallu trouver ma famille de tailleurs, quoi, qui avaient tous 30 ans de plus que moi, au moins. Et moi, j'avais la vingtaine à l'époque, donc c'était compliqué. Mais je l'ai trouvé. Ensuite vient la question de la gestion du temps. La gestion du temps, la productivité,
et les timings des calendriers. Par exemple, il y a, quand c'est le Magal Touba ici, quelques semaines après, c'est la Fashion Week, par exemple. Donc, Et tout le monde va au Magal. tout le monde va au Magal. Et il faut s'attendre à au moins 2 semaines de fermeture, quoi. Donc ça, je me suis rendu compte un peu plus tard que 2008, mais ça a été un challenge. Parce que on n'avait pas la même approche du temps et de l'importance de la parole donnée quand on nous a passé commande. Et le fait parce que j'ai rencontré aussi quelques designers qui ont ce souci par rapport, vous leur donnez, vous créez d'abord et vous donnez pour qu'ils puissent mettre ça en place. Mais souvent, vous retrouvez vos articles, ils vont encore dupliquer ça, vendre ça dans les autres. C'est-à-dire, si par exemple vous créez quelque chose comme ça, ils vont prendre des photos et le vendre à d'autres personnes. Est-ce que ça vous est arrivé avant? Bon, moi je pense que jusqu'à présent, ce qui m'a donné chance avec les tailleurs avec lesquels je travaillais, c'est que ce qu'on faisait, c'était tellement expérimental que je pense qu'eux-mêmes au début, ils se disaient, c'était difficile, ouais. Que personne n'allait, c'est pas mainstream, donc il n'y avait pas d'intérêt à la copie en tant que telle. D'accord. Mais il y a une jeune designer qui a repris plein de pièces de mes premières collections et qui les a présentées à une Fashion Week à Abuja ou un truc comme ça. Waouh. J'ai rien dit parce que pour moi, c'était pas grave. Et on est maître de son univers, quoi qu'il arrive. Tu vois. Des gens pourront venir prendre des morceaux, mais après, la sève, là d'où ça vient, on est les seuls à en détenir la clé. Est-ce que l'artiste peut vivre de son art ici? Pour les jeunes de la diaspora qui veulent venir faire de l'art, souvent on pense que dans les autres pays c'est possible, mais en Afrique c'est pas possible. En Afrique, c'est largement possible. Comment? Mais je pense que ce qu'il faut déjà, c'est d'accepter le lieu dans lequel on se trouve. Et l'accepter, c'est commencer par le comprendre, savoir comment les gens fonctionnent et ne pas essayer de calquer un schéma occidental sur une réalité africaine. Et je pense que ça, c'est fondamental. Si on essaye de dupliquer des façons de réfléchir, de surproductivité et d'imposer le travail au-dessus de la vie sociale des êtres humains, c'est le clash. Ça ne fonctionne pas. À moins de payer des gens énormément d'argent et de pouvoir les presser, quoi. Mais je pense que pour être juste, il faut regarder l'endroit où on est et créer un modèle complètement innovant qui s'adapte à cette réalité-là. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il faut surtout être à l'écoute et ne pas venir en pensant qu'on a toutes les réponses parce qu'on ne les a pas. Donc il faut ouvrir les yeux et regarder exactement où est-ce qu'on se trouve, quoi. Et selon l'endroit où on se trouve, on crée un modèle qui correspond. Ce ne sera pas tout le temps facile, c'est sûr. Il y aura des clashs, il y aura des déceptions, il y aura des frictions. Mais je pense que le fait de comprendre qu'on est ici et pas ailleurs, ça fait gagner énormément de temps. Après tout ce que vous avez pu faire, les concours, le travail avec la mairie, d'où est-ce que ça est venu le break? Parce que vous avez vu travailler avec des gens comme Beyoncé, etc. C'est venu comment? C'est du jour au lendemain, ça a pris du temps? Je pense, je peux dire, ça a pris 4 ans. Parce que quand j'ai fait l'année de césure, là, je suis venue ici. Ensuite, je suis retournée et je suis allée en école de fashion and business. Donc, j'ai mis 2 ans. J'ai fini en 2011. Pourquoi cette décision? Vous avez vu que vous avez besoin de ça après? Oui. J'ai vu. Et puis moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille en école de mode. Je ne suis pas allée en école de style parce que ça me faisait reprendre 5 ans d'études, je n'avais pas envie. Donc, je suis allée faire un master de chef de produit des industries de la mode et du textile. Ça m'apprend à comprendre le business de la mode, comment ça marche, connaître la technologie textile, savoir comment il faut sourcer faire ses achats, bref, côté vraiment business. Et quand je suis revenue, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que il y a une chose à laquelle je ne m'étais pas vraiment préparée, même si je le savais, mais c'est que j'étais une créative designer, mais j'étais une entrepreneuse créative. Et au début, je fais tout, quoi. On s'occupe des événements, de la DA, de la production, des achats, enfin, on fait absolument tout. C'était important pour moi de faire cette école-là parce que j'avais aussi besoin d'avoir confiance en le chemin que j'ai choisi, savoir qu'il y a des choses sur lesquelles je ne tâtonnais pas. Et après, le break, c'est venu comment? Oui, dès que je suis revenue, je me suis retrouvée avec une de mes cousines qui s'appelle Anna Touré, qui au même moment a lancé sa boîte de PR. Ah, ok. Anna Touré PR. Et elle voulait s'occuper des gens qui étaient dans la mode sur le continent et de faire en sorte que ces gens-là aient un pied sur le continent et ailleurs. Et en fait, on a commencé exactement au même moment. J'étais sa première cliente. D'accord. Elle était ma première et c'est mon agence de l'économie. Et on a commencé comme ça, quoi. Donc elle a pris ma première collection. Je l'ai retrouvée à New York à un moment à la Fashion Week pour qu'on fasse le premier shooting de la collection. Et à partir de cette première collection-là, tout de suite, on a eu un pied dans la presse internationale. On a eu des couvertures non pas des couvertures, des articles dans Vogue, dans What Magazine, dans plein de magazines comme ça.
qui ont permis à la marque d'avoir une visibilité, quoi. Donc, entre ce qui se passait au niveau presse et ce qui se passait à Dakar, où vraiment on faisait des efforts en tant que collectif, parce que quand je suis revenue, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Petites Pierres, qui m'ont énormément porté dans la démarche créative. Et grâce à eux, j'ai pu construire un univers qu'on retrouvait dans les vêtements et construire un monde autour de cet univers-là quand on invitait des gens au défilé. D'accord. Il y avait toujours des installations, des acteurs, des soundtracks qui étaient créés sur mesure pour la collection. Donc, on invitait les gens à plus que de la mode, en fait. On invitait à célébrer la culture. Wow. OK. Et c'est là que Beyoncé et son équipe, ils ont vu ce que vous avez pu faire pour pouvoir vous contacter. On sortait des collections régulièrement. Et à chaque fois qu'on sortait des collections, on remettait la collection et toute la documentation de la collection à Anna Touré, qui, elle, faisait le lien entre les stylistes des célébrités, des magazines, des chaînes de télé, des productions de séries, etc. Donc, je pense que c'est à partir d'un de ces envois-là, sur une collection de 2015 ou 2016, qu'elle a envoyé des pièces à la styliste de Beyoncé, qui les ont choisies pour qu'elle porte. En tout cas, bravo. Félicitations pour ça, parce que ça a donné beaucoup de presse, pas seulement à votre entreprise, mais pour le Sénégal et l'Afrique. Donc, ça m'amène sur la question que je voudrais poser, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voyez Hollywood, le rôle que Hollywood a joué sur l'Amérique aujourd'hui, c'est-à-dire, l'art était au cœur de ce que l'Amérique est aujourd'hui. The American Dream s'est porté aujourd'hui par l'art, par nos films, la musique, etc. En tant qu'artiste, mais en tant que créatrice aussi, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui est au centre de... Est-ce que l'art peut prendre cette position ici au Sénégal ou même en Afrique? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire, surtout avec nos gouvernants, pour pousser l'art? Oui, je pense qu'en fait, ce qui s'est longtemps joué dans le monde, c'était une guerre des imaginaires. Et je pense que les Américains, ils ont été très malins. Ils ont investi dans l'outil le plus incroyable, quoi. L'outil qui sollicite à la fois tes yeux, tes oreilles, tes sens, et qui te propose un monde possible. Et c'est un outil de manifestation de ta puissance sur le monde. Ça te permet de montrer qui tu es et d'appeler les gens à venir à toi. Même d'un point de vue simplement politique, c'est super important. C'est super important, et je pense qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, on en est à un moment où on en a fini que qui que ce soit raconte notre histoire à notre place. C'est dépassé. Voilà. On en a fini également de prouver à qui que ce soit qu'on en est où que ce soit. Ça aussi, c'est fini. On a besoin de faire des films qui nous présentent au monde, mais surtout qui nous présentent à nous-mêmes. On se souvienne de qui on est, quelles sont nos histoires, quel est notre patrimoine matériel, immatériel, qu'est-ce que pour nous, ça veut dire que d'être humain, qu'est-ce qu'on a à apporter au monde. Et je pense que c'est là qu'on en est, et je pense que le cinéma, c'est un outil fantastique pour ça. Pratiquement tout est réuni pour pouvoir le faire, mais effectivement, lorsqu'il y a une main étatique qui s'investit dedans, les choses vont plus vite. Il y a eu le FUCTA, je pense qu'il fonctionne encore, mais je pense que la démarche, elle doit aller plus loin que ça. Elle doit aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a des commissions, des commissions à faire, des histoires. Par exemple, aujourd'hui, si on fait Histoire générale d'Afrique, on peut très bien commissionner des cinéastes pour parler, pour créer des longs métrages, des dessins animés sur l'histoire du Cayor, sur l'histoire du Fouta, sur l'histoire des résistants qu'on ne connaît pas. Il y a plein de résistants qu'on ne connaît absolument pas. Donc, tout ça, là, sont des choses sur lesquelles on a un avantage. On a beaucoup d'histoires que le monde n'a pas encore entendues et que nous-mêmes, on a besoin d'entendre. Donc, on peut s'attendre à beaucoup plus de production, puisque vous êtes aussi productrice ici au Sénégal, comme on l'a fait au Nigeria. Oui, je pense qu'on est définitivement sur cette voie-là. Et puis, le cinéma sénégalais a la chance d'avoir un passé qui est une colonne vertébrale. On a eu des gens très, très forts dans le film. Donc, on a un tremplin sur lequel on peut se mettre. Et je remarque qu'il y a énormément d'histoires aussi qui s'écrivent dans ce sens-là. Des séries qui s'écrivent dans ce sens-là, qui s'intéressent à la mythologie sénégalaise, qui s'intéressent à nos traditions, qui s'intéressent à ce qui s'est passé avant. Parce que je pense que ma génération et la génération d'en dessous, même celle un peu au-dessus, il y a plein de petits trous dans notre histoire qui sont peut-être complétés par les membres de la famille, etc. Mais des jeunes artistes comme vous, vous êtes femme aussi en même temps. Y a-t-il des difficultés par rapport à ça? Parce que on a l'habitude de voir des collègues de Ardoso, de Djoumadieng Diakhaté, un truc. Et quand vous êtes venu très jeune, des gens comme vous et Adama Paris, vous n'avez pas rencontré des difficultés par rapport à l'âge, mais aussi parce que vous êtes une femme. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux, quoi?
au début? Non, je pense que mon premier atelier, tous mes tailleurs, ils m'ont narre, quoi. Ouais. Je pense parce que c'était compliqué pour moi. Comme vous le dites, j'étais une jeune femme, j'avais 20 et quelques, et ils avaient 20 à 30 ans de plus que moi généralement, et tous des hommes. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'asseoir une autorité. Ils ont plus un rapport filial avec vous, ils vous infantilisent un peu parfois, donc on est tout le temps obligé de prouver que c'est notre entreprise, quoi. Exactement. Et qu'on est obligé de mettre une autorité et de mettre un ordre parce qu'il y a un résultat qu'on veut obtenir. Donc ça a donné naissance à plein de clashs au début. Ouais. Beaucoup de clashs, et moi je ne comprenais pas. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une façon de se présenter aux gens avec lesquels on travaille, dès le début, quel que soit leur âge, qui fait qu'en fait, il y aura une concentration sur le travail. Exactement. Et ça, j'ai appris, c'est une skill qu'on apprend en se confrontant à la réalité, quoi. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à ces jeunes de la diaspora, comme nous, qui sommes au Canada, Brésil, France, etc., États-Unis, qui veulent rentrer, qui veulent faire quelque chose sur le continent, mais qui ont eu peur, ou certains qui sont déjà venus, mais retourner parce qu'ils ont été... Leur expérience n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Ceux qui veulent venir, je pense qu'en fait, il y a une façon safe, c'est en ayant le maximum d'informations sur ce qu'on veut faire, ce qui marche, et qu'est-ce que nous, on est en mesure d'apporter face à ces différentes opportunités-là. Il y a une boîte ici, j'ai oublié son nom, mais il y a une boîte qui s'occupe de faire des études de marché sur des sujets qu'on leur apporte, quoi. Des études de marché précises sur ce marché-là, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a une opportunité de le faire ou pas. Et je pense que c'est une bonne démarche également que d'y aller comme ça, quoi, d'aller voir des boîtes qui s'en occupent et de voir exactement et baser son retour sur des métriques, c'est une façon de le faire. Savoir si ça en vaut la peine ou pas, savoir si on met son argent là-bas ou pas. Ça, c'est la façon safe. Et je pense qu'elle est un peu plus sûre que juste de demander alors qu'est-ce qui marche, comment ça se passe, machin. Ouais. Je pense qu'il faut rajouter une démarche où on a des chiffres et où on sait que quand on va mettre l'argent qu'on a économisé, qu'on a mis de côté, on le met dans un endroit où on en maîtrise les aboutissants, quoi. C'est la façon safe. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Moi, je suis rentrée spontanément et je suis allée de façon plus organique, quoi. Si c'était hier, vous allez prendre la même décision? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que j'allais prendre la même décision. Le futur nous a donné raison parce qu'à partir de ces années-là, tous les regards ont commencé à se tourner de nouveau vers l'Afrique. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, mais en tout cas, c'est la réalité. Donc, je pense que c'était un moment opportun de le faire, quoi. Et à un moment, parfois aussi, il faut un peu écouter son corps et écouter les choses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais qui nous poussent vers une direction. Et même les plus grands businessmen ont ce moment-là où il y a une intuition qui nous tire vers quelque chose. Et ça, il ne faut pas le dismiss, quoi. Exact, c'est important. Il faut l'écouter aussi. Qu'est-ce que vous faites quand vous levez le matin, vous rêvez encore? Vous voulez voir quoi du Sénégal et de l'Afrique? Je veux voir un peuple, des peuples qui ont complètement retrouvé leur dignité à leurs yeux et aux yeux du monde, qui ont complètement réglé les problèmes et les à-coups qu'on a connus le long de notre histoire, et les gens qui se déploient pleinement de leur potentiel avec lequel ils sont descendus sur Terre. Donc des gens qui se développent complètement, qui explorent le monde, qui n'ont aucune barrière d'entrée où que ce soit, et qui développent ce qu'ils ont comme connaissance sur la vie. Je pense qu'on est sur un continent qui est extrêmement riche, et cette richesse-là, elle est à développer, elle est à passer à des générations futures, mais elle n'est pas à terre, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la majeure partie des grandes villes du pays. Donc voilà, moi je vois un continent qui se hisse au niveau de son potentiel et qui est plein pied dans son présent et qui imagine le futur de l'humanité, quoi. Exactement. Et qui contribue pleinement. Beautiful. Et quel est le message de clôture que vous pouvez donner à la jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui, à l'intérieur mais à l'extérieur aussi du pays, et à nos partenaires aussi qui viennent investir dans nos pays en gagnant-gagnant, quoi, win-win situations? Le message que je vais donner à la jeunesse, c'est que les rêves sont très importants et que les pressions familiales, les pressions de l'entourage, ce sont des données, mais qu'il faut également s'écouter et ne pas oublier qu'on est là pour des choses qui sont inscrites en nous. C'est quelque chose en quoi je crois. Et ces choses-là, il faut les écouter. Parfois, ça semble dangereux, parfois, ça semble incohérent, mais il y a un niveau d'écoute qu'il faut avoir par rapport à soi-même, et ça fait partie du respect de soi-même. D'écouter
quelle est notre voie et de la suivre de la façon la plus lucide possible. Si c'est une carrière créative, artistique, quelle qu'elle soit, y mettre tout le sérieux qu'il faut. Je pense que c'est là-bas que les choses vont se jouer, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve. C'est l'abnégation qu'on a, le sérieux et le côté un peu souple, organique, qui accepte la réalité telle qu'elle vient à nous. C'est un très long conseil. Très long. Ouais. Non, mais c'est bon. On a besoin d'entendre ça. Et la construction de notre continent, de notre pays, la diaspora a toujours joué un rôle très, très important. Voilà. Donc, c'est pour aussi rappeler à cette diaspora que le rôle est vraiment au cœur de tout ce qu'on doit faire ici. Et le retour, parfois même en restant là-bas, on peut créer des projets ici. Mais vous pensez que c'est possible de le faire de loin? Oui, bien sûr. On peut le faire de partout. Ce qui est important, c'est ce sur quoi on travaille et ce pourquoi on travaille. Il y a des gens, il y a des professeurs d'université émérites qui sont à travers le monde, qui viennent du Sénégal, qui travaillent sur nos questions, qui travaillent sur les questions qui nous intéressent, qui travaillent sur des livres qui peuvent changer la vie de millions de personnes. L'important, c'est pas le lieu, l'important, c'est l'intention qu'on a et ce sont les efforts qu'on met pour arriver à ouvrir des possibles pour les autres. Je pense que ça peut être de partout. And finally, what's next for Silly Rabican? I know you're doing films, so tell us about what's next. What are we looking for? En fait, bon, il y a la mode, ce sera toujours là, Inch'Allah, et je travaille sur les nouvelles collections, réouvrir le showroom parce qu'on avait fermé pour le Covid. Mais c'est vraiment le film. Ce que je disais, c'est que j'ai le sentiment qu'en fait, on va commencer à continuer à régler les problèmes que notre situation géopolitique crée dans l'esprit de notre jeunesse à travers des films, à travers des arts, à travers ces formes d'expression-là qui vont, à mon avis, plus loin dans l'esprit des gens que des policiers ou que des projets de loi, etc. Exactement. Il y a un travail que les créatifs et que les artistes sont en train de faire et qui est contagieux, quoi. Et moi, c'est là-bas que je veux aller, raconter des histoires, raconter aux jeunes filles sénégalaises, africaines, quelles qu'elles soient, que voilà, le poste de président de la République, c'est pour elle. Se tenir droit dans sa vie, c'est pour elle également. Ne pas se laisser brimer par le discours social sur les femmes, c'est également pour elle. C'est important de voir des gens vivre cette vie-là. Soit on le voit en vrai, soit on le voit en fiction, mais on le voit. Very good. Thank you so much. Thank you for what you continue. We look forward for those films coming in to tell the stories of Senegal, but for Africa as well. You are a pride for all of us. We're very proud of everything you do for the continent, and you continue to do great things. We wish you the very best, and looking forward to collaborating with you to push our continent forward and build a better environment for the next generations to come. So you have my utmost respect for everything that you do. And I know I'm not the only one, you know, for a lot of people who follow you, but follow the work that you do. It's a blessing to be able to connect and also to rebuild together. Thank you for everything that you do. Voilà, c'est exactement la raison pour laquelle on a ces talks, ces conversations avec des gens comme elle pour qu'on puisse partager ce qu'on a ensemble, la diaspora africaine, mais aussi reconstruire ou participer sur la construction de notre continent. Ça dépendra de nous, notre génération, surtout ceux qui ont eu la chance, comme vous, de voyager le monde, de voir ce qui se passe ailleurs et revenir créer notre propre système, comme vous avez dit. On n'a pas besoin de prendre le système qu'on a vu aux États-Unis, en France, de l'amener chez nous, mais de prendre le meilleur qu'ils ont et de prendre le meilleur qu'on a et créer notre propre système pour pouvoir montrer ce que l'Afrique peut apporter, pas seulement ici, mais dans le monde. Donc, merci pour votre contribution. And next week, we'll have another guest that will be also a part of this big construction that we're calling every part of the diaspora to come home to participate on. Thank you and have a good day. Sénégal.